Je m'appelle Lorraine Whitmore. Je suis experte comptable judiciaire. Je gagne ma vie en trouvant ce qui n'a pas sa place là où il se trouve. Et pourtant, après 3 nuits d'hospitalisation de mon mari, c'est moi qui étais complètement aveugle. Caleb Whitmore était allongé dans le lit d'hôpital à côté de moi, les 2 jambes enveloppées dans d'épais plâtres blancs, suspendues par des cordes et des poulies métalliques. La chambre sentait l'antiseptique et le vieux linge. Il était près de 3 heures du matin, l'heure où les hôpitaux ressemblent moins à des lieux de guérison qu'à des antichambres silencieuses de la peur. Je n'avais pas dormi correctement depuis des jours. J'étais assise, recroquevillée sur une chaise pliante, craignant que le moindre mouvement ne le réveille et ne déclenche une nouvelle vague de douleur. Caleb gémissait doucement dans son sommeil. La sueur perlait sur son front. Pour quiconque l'observait, il paraissait fragile, brisé, dépendant. Je me suis penché en avant et j'ai ajusté la couverture, murmurant son nom, me rappelant que c'était cela, le mariage, que lorsqu'une personne tombait, l'autre portait le poids. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. L'infirmière en chef, Rachel Moore, a poussé son chariot à l'intérieur. Elle était efficace, calme, le genre de femme qui en avait trop vu pour être dramatique. Elle a à peine parlé en vérifiant la perfusion et en jetant un coup d'œil au moniteur. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a demandé tranquillement si je pouvais sortir pour aller chercher du sérum physiologique au poste des infirmières. Alors que je passais à côté d'elle, quelque chose de froid s'est pressé dans ma paume. Je me suis figé une demi-seconde. Rachel ne m'a pas regardé. Elle a simplement porté un doigt à ses lèvres. Un avertissement clair de garder le silence. Je suis sorti dans le couloir, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'on pouvait l'entendre. Sous la faible lumière près du local à fourniture, j'ai déplié le papier. C'était une seule phrase, écrite rapidement et de manière inégale. Vérifiez la caméra de sécurité de la nuit dernière. Il ne dort pas. À cet instant, tout ce que je croyais savoir de ma vie a basculé. Avant cette nuit à l'hôpital, je croyais que ma vie était bâtie sur un terrain solide. J'avais 32 ans, j'étais disciplinée, prudente et prévisible dans le bon sens du terme. En tant qu'experte comptable judiciaire, je passais mes journées à démêler les mensonges financiers pour des entreprises et des tribunaux. Je faisais confiance aux faits. Je faisais confiance au schéma. Je faisais confiance à la logique. Et à la maison, je croyais faire confiance à mon mariage. Caleb et moi étions ensemble depuis 8 ans. Il était charmant d'une manière discrète, le genre d'homme qui savait parler doucement et paraître fiable. Il travaillait dans la gestion de chantier, parlant toujours de longues heures et de contrats précaires. Mais je ne l'ai jamais remis en question. Je gérais nos finances. Il s'occupait du reste. Cet équilibre semblait sûr. Puis l'accident est arrivé. Un seul appel téléphonique a tout fait voler en éclats. Caleb avait eu un accident de voiture sur l'autoroute. Le médecin a dit qu'il avait de la chance d'être en vie. Ses jambes étaient gravement blessées, et le mot « fauteuil roulant » flottait dans la pièce comme une menace que personne ne voulait prononcer à voix haute. À partir de ce moment, j'ai cessé d'être Lorraine la professionnelle et suis devenue Lorraine l'épouse. J'ai pris des congés. J'ai dormi sur une chaise à côté de son lit. Je mesurais mes journées en fonction des horaires de médicaments et des heures de visite. Je me disais que l'amour se prouvait par l'endurance. Durant ces premiers jours, quelqu'un d'autre est entré dans nos vies. Megan Cole, la jeune cousine de Caleb, venait de s'installer en ville. Elle était vive, bavarde et toujours prête à aider. Elle faisait les courses, apportait de la nourriture, s'occupait des papiers. Quand j'étais trop fatigué pour penser, elle comblait les vides sans se plaindre. Je me souviens avoir pensé à quel point nous avions de la chance de la voir. Je la remerciais souvent. Je lui faisais entièrement confiance. En y repensant maintenant, cette confiance me semble presque embarrassante. Mais à l'époque, je ne voyais rien de mal. Je voyais une famille se serrer les coudes pendant une crise, je me voyais faire ce qu'une bonne épouse était censée faire. Je n'avais aucune idée que pendant que je sacrifiais mon sommeil, mon travail et ma santé mentale, quelque chose d'autre se formait tranquillement juste à côté de moi. Et j'étais au milieu de tout ça, complètement inconsciente. Après la 3e nuit à l'hôpital, l'épuisement a commencé à brouiller mes pensées. Je me disais que c'était la raison pour laquelle mon esprit était agité. Mais au fond de moi, quelque chose me dérangeait discrètement. Caleb se plaignait constamment de la douleur, mais seulement quand j'étais près du lit. Si une infirmière entrait, ses gémissements s'adoucissaient.
Quand Megan était dans la chambre, sa respiration devenait superficielle et théâtrale. Pourtant, pendant les rares moments où je m'éloignais pour passer un appel ou prendre un café, la chambre semblait étrangement calme. Chaque fois que j'essayais de vérifier ses jambes ou d'ajuster les plâtres, Caleb m'arrêtait. Il me serrait le poignet et disait que c'était trop perturbant à regarder, qu'il ne voulait pas que je le voie comme ça. J'acceptais ses paroles sans discuter. Je pensais que c'était de la dignité. Maintenant, je sais que c'était du contrôle. Son téléphone a changé aussi. Avant l'accident, Caleb ne le verrouillait jamais. Maintenant, il restait caché sous son oreiller, toujours face contre table. Si un message arrivait, il le mettait en sourdine instantanément. Quand je lui demandais si c'était le travail, il disait qu'il avait honte de son inutilité. Megan remarquait tout, ou du moins elle faisait comme si. Elle me lançait des regards compatissants, me rappelait de me reposer, me disait que j'en faisais plus qu'assez. Parfois, je les surprenais à échanger des regards, brefs et indéchiffrables, mais je n'y prêtais pas attention. Voyez-vous, quand on aime quelqu'un, on fait de gros efforts pour ne pas voir ce qui fait mal. La note de Rachel tournait en boucle dans mon esprit. Il ne dort pas, j'essayais de la chasser. Je me disais que les infirmières étaient fatiguées, que les hôpitaux engendraient des rumeurs, que ma peur créait des schémas là où il n'y en avait pas. Mais le problème avec les schémas, c'est que lorsque vous en voyez un clairement, vous ne pouvez plus ignorer les autres. Et quelque part entre le bip des machines et la respiration silencieuse d'un homme que je croyais connaître, le doute a finalement pris racine. Je n'ai pas confronté Caleb. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait ce pourquoi j'avais été formé toute ma vie d'adulte. J'ai cherché des preuves. Ce matin-là, après m'être assuré que Megan était dans la chambre et que Caleb était installé, je leur ai dit que je devais passer au bureau. J'ai dépassé les ascenseurs, suis descendu dans le parking et me suis enfermé dans ma voiture. C'est seulement à ce moment-là que je me suis permis de respirer. J'ai appelé un vieil ami de l'université qui travaillait maintenant dans la cybersécurité. Je lui avais déjà confié des enquêtes confidentielles. Quand j'ai expliqué la situation, il a marqué une pause plus longue que d'habitude avant de répondre. Certaines choses, une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer, m'a-t-il prévenu. Je lui ai dit que je comprenais. Moins de 2 heures plus tard, il m'a envoyé un lien sécurisé. J'ai mis mes écouteurs et j'ai fixé l'écran, mes mains stables d'une manière qui m'a surprise. Les images étaient en noir et blanc, prises depuis le plafond de la chambre d'hôpital. Je me suis regardé à l'écran, fatiguée et petite, ajustant la couverture autour de Caleb avant de quitter la pièce. La porte s'est fermée. La chambre est devenue silencieuse. Pendant un bref instant, j'ai espéré que l'infirmière s'était trompée. Puis les yeux de Caleb se sont ouverts. Pas lentement, ni d'un air vaseux. Ils se sont ouverts d'un coup, vifs et alertes. Il a levé la tête, a balayé la pièce du regard et s'est redressé sur ses coudes avec aisance. Le mouvement était fluide, confiant. Mon souffle s'est coupé. Il a balancé ses jambes plâtrées, les a légèrement tournées, puis a attrapé son téléphone sous son oreiller. Il n'y avait aucune hésitation, aucune douleur, aucune difficulté. Quelques minutes plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte. Megan est entrée, portant un grand sac. Elle a souri en refermant la porte derrière elle. Elle est partie, a-t-elle demandé. Caleb a ri. Ils ont mangé. Il a bu de la bière. Il a plaisanté sur le fait qu'il en avait marre de la soupe et de faire semblant d'être faible. Megan s'est assise près de lui, touchant sa jambe à travers le plâtre, lui rappelant de continuer à jouer les impotents. Puis est venue la partie qui m'a glacé le sang. Ils ont parlé de ma maison, la maison en grès que mes parents m'avaient laissée, celle qui était à mon nom. Caleb a dit qu'une fois vendue, ses dettes disparaîtraient. Des dettes de jeu, des prêts de gens dangereux. Il a dit que j'étais facile à convaincre parce que je me sacrifiais toujours en premier. Il a dit qu'il divorcerait de moi une fois l'argent sécurisé. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai retiré mes écouteurs et je suis resté assise en silence. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. J'ai simplement compris que l'homme dans ce lit d'hôpital n'était pas blessé. Il jouait la comédie. Et j'étais le public dont il pensait qu'il ne partirait jamais. J'avais toujours cru que la trahison serait bruyante. J'imaginais des cris, des mains tremblantes, une sorte de douleur qui exigeait d'être libérée. Mais assise seule dans cette voiture garée, ce que j'ai ressenti était quelque chose de bien plus silencieux et de bien pire.
L'humiliation. Non pas parce que Caleb avait menti, ni même à cause de Megan, mais parce que j'avais été réduite à un rôle dans leur histoire. L'épouse prévisible, le sacrifice fiable, la femme qui choisirait toujours l'endurance plutôt que le soupçon. J'ai revu les images dans ma tête. Caleb riant, Megan lui rappelant de paraître plus faible. La manière désinvolte dont il parlait de ma maison, la maison de mes parents, comme si elle était déjà partie. Il n'avait pas peur de moi. Il supposait que je plierais. Cette prise de conscience m'a brûlé plus que n'importe quelle insulte n'aurait jamais pu le faire. Et puis, quelque chose en moi a basculé. La partie de moi qui avait l'habitude d'adoucir les situations, de chercher des explications et des excuses, est devenue très silencieuse. À sa place se tenait la femme qui examinait des désastres financiers pour vivre et ne sciait jamais. Je me suis essuyé le visage, non pas parce que je pleurais, mais parce que j'en avais fini d'être la personne qu'ils attendaient. Je n'ai rien supprimé. J'ai tout sauvegardé. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sécurisé mes documents. J'ai agi discrètement, prudemment, comme quelqu'un qui traverse une pièce sombre. Ils allaient enfin comprendre. À partir de ce moment, j'ai cessé de réagir en tant qu'épouse. J'ai commencé à penser comme une enquêtrice. S'ils me croyaient facile à manipuler, je les laisserais continuer à le croire. S'ils avaient besoin que je sois docile, je paraîtrais calme, agréable, lente à décider, parce que la vérité était simple. Ils pensaient monter une arnaque. Ils n'avaient aucune idée que la femme à qui ils mentaient gagnait sa vie en les démasquant. Le plus difficile a été de retourner dans cette chambre d'hôpital et de faire comme si rien n'avait changé. Je suis entré avec la même expression fatiguée, les mêmes mouvements prudents. J'ai demandé à Caleb comment il se sentait. J'ai ajusté son oreiller. J'ai écouté ses plaintes sans l'interrompre. Et quand Megan m'a regardé avec inquiétude en me disant que je devrais mieux prendre soin de moi, je l'ai remercié. Caleb a remarqué le changement immédiatement. Quand une personne croit perdre le contrôle, elle resserre son emprise. Mais quand elle croit gagner, elle se relâche. Je lui ai dit que j'avais parlé à un agent immobilier. J'ai dit que vendre la maison pourrait être le seul moyen de nous maintenir à flot si sa convalescence s'éternisait. J'ai parlé lentement, comme si les mots me faisaient mal. L'effet a été instantané. Caleb est devenu plus doux, plus affectueux. Il m'a tenu la main plus longtemps. Il a parlé de gratitude et de peur, de ne pas vouloir être un fardeau. Megan observait attentivement, son soulagement à peine dissimulé. La pression de sa famille a suivi rapidement. Des conversations sur le sacrifice, sur le fait de faire ce qui était nécessaire, sur le fait que l'argent ne signifiait rien comparé à la vie. J'ai hoché la tête. J'ai écouté. Je n'ai pas argumenté. En coulisses, j'ai rencontré un avocat. J'ai rassemblé les dossiers financiers. J'ai retracé les schémas de dette, les transferts liés au jeu, les prêteurs non officiels. Tout ce que Caleb avait enfoui sous le silence est apparu clairement sur le papier. Megan est devenue négligente. Elle sortait tard. Elle chuchotait avec trop d'assurance. Elle a cessé de cacher son impatience quand je retardais les décisions. Quand les gens croient que la fin est garantie, ils cessent de faire attention où ils mettent les pieds. Caleb a commencé à faire des erreurs, lui aussi. Certains jours, il oubliait de gémir. Certains jours, il s'asseyait trop droit. Certains jours, il avait l'air en meilleure santé qu'il n'aurait dû. Je remarquais tout. Pourtant, je ne disais rien, car le timing est essentiel. Et plus longtemps ils croyaient que la maison était déjà à eux, plus ils révélaient complètement qui ils étaient. Je n'attendais pas la vengeance. Je n'attendais pas la vengeance. J'attendais le moment où la vérité ferait s'effondrer l'histoire qu'ils avaient construite. Et je savais que ce moment approchait à grands pas. La nuit où tout s'est effondré est arrivée sans bruit. Les heures de visite étaient presque terminées. Le couloir devant la chambre de Caleb était calme, rempli du rythme doux des pas lointains et des chariots qui roulaient. Sa mère était assise à côté du lit, murmurant des prières. Megan se tenait près de la fenêtre, consultant son téléphone trop souvent. Caleb avait l'air nerveux. Il n'arrêtait pas de demander quand les papiers de la maison seraient terminés. Il demandait si l'agent avait rappelé. Il a posé les mêmes questions 2 fois, puis 3 fois. Je répondais gentiment à chaque fois, lui disant que tout avançait, qu'il devait juste être patient encore un peu. Puis la porte s'est ouverte. 3 hommes sont entrés sans hésiter. Ils ne ressemblaient pas à de la famille.
Leur posture était raide, leurs yeux perçants. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. L'un d'eux a regardé droit vers Caleb et a prononcé son nom. Le visage de Caleb s'est vidé de sa couleur. Il a commencé à gémir bruyamment, agrippant les draps, jouant son rôle à la perfection. Sa mère s'est levée, alarmée, demandant qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. L'homme a souri froidement et a dit qu'ils étaient là pour une question d'argent. La pièce est devenue silencieuse. Ils ont expliqué le montant que Caleb devait, les intérêts, la date limite. Ils ont dit qu'ils en avaient assez d'attendre. Ils ont demandé quand ils seraient payés. Caleb s'est tourné vers moi, le désespoir envahissant sa voix. Il leur a dit que je vendais la maison. Il leur a dit que l'argent arrivait. Il leur a dit d'être patients. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Je leur ai dit calmement qu'il y aurait de l'argent, mais pas de ma maison. Tous les visages se sont tournés vers moi. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté à l'écran mural. Sans élever la voix, sans trembler, j'ai appuyé sur lecture. La vidéo a rempli la pièce. Caleb s'asseyant, riant, mangeant, buvant. Megan à ses côtés. Leurs voix ont empli le silence, expliquant tout ce qu'ils pensaient ne jamais être entendu. Sa mère a crié. Megan s'est effondrée contre le mur, les mains tremblantes. Caleb a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Les hommes ont regardé sans interrompre. Quand la vidéo s'est terminée, le chef a secoué la tête et a ri doucement. Il a dit n'avoir jamais vu quelqu'un simuler une tragédie aussi minutieusement. Ils sont partis avec un avertissement pour Caleb. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la pièce semblait vide. Caleb a tendu la main vers moi, suppliant, expliquant, implorant. Je l'ai regardé un long moment et n'ai rien ressenti du tout. La représentation était terminée, et tout le monde avait enfin vu la vérité. Quand la pièce s'est finalement vidée, le silence semblait plus lourd que la confrontation elle-même. Caleb ne faisait plus semblant. Sa voix s'est brisée alors qu'il me suppliait de ne pas partir. De ne pas l'abandonner maintenant que tout était exposé. Il a promis des explications. Il a promis de changer. Il a promis tout ce qu'il pensait pouvoir ralentir mes pas. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai simplement dit que la confiance, une fois démantelée si soigneusement, ne pouvait pas être reconstruite avec de la panique et des mots. J'ai dit que je ne vendrais pas la maison. J'ai dit que je ne prendrais pas la responsabilité de ses dettes. J'ai dit que j'allais demander le divorce. Sa mère pleurait ouvertement, partagée entre la colère et la honte. Megan ne pouvait pas croiser mon regard. Elle répétait sans cesse qu'elle était jeune, qu'elle avait été influencée, qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai pas répondu. J'ai rassemblé mon sac lentement, de la même manière que je l'avais fait chaque nuit depuis des semaines. Mais cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Je n'ai pas regardé le lit, ni les machines, ni l'homme qui occupait autrefois mon avenir. À la porte, je me suis arrêté un instant. J'ai dit à Caleb que ce n'était pas une punition. C'était une conséquence. Et les conséquences n'ont pas besoin d'être cruelles pour être efficaces. Puis je suis sorti de l'hôpital. L'air nocturne à l'extérieur était froid et vif. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé humide tandis que les voitures passaient sans me remarquer. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Je n'attendais plus sur une chaise à côté de la tromperie de quelqu'un d'autre. J'avançais selon mes propres termes, et je ne me suis pas retourné. Après avoir quitté l'hôpital, tout a bougé plus vite que je ne l'avais prévu. Les papiers du divorce ont été déposés en quelques jours. Avec les preuves que j'avais rassemblées, il n'y avait pas de place pour la négociation. Les dettes de Caleb ont été prouvées comme étant les siennes seules. La maison est restée la mienne, nette, intacte, exactement comme mes parents l'avaient voulu. Le monde de Caleb, en revanche, a commencé à s'effondrer. Des enquêtes ont suivi. Sa santé s'est rapidement détériorée une fois la comédie terminée. Sans public à manipuler, il ne restait plus rien pour soutenir le mensonge. Megan a complètement disparu de ma vie. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Je ne l'ai pas cherché. Pendant un certain temps, j'ai vécu très tranquillement. Je suis retourné au travail. Je me suis concentré sur les chiffres, les plannings et les projets qui ne demandaient rien de mon cœur. Le soir, je préparais des repas simples et m'asseyais dans des pièces qui semblaient enfin honnêtes. Il y avait de la solitude, oui,
Mais il y avait aussi la paix. C'est durant cette période que j'ai rencontré Daniel Brox. Il m'a été présenté par le travail. Calme, observateur, il écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne posait jamais de questions indiscrètes. Quand il remarquait mes limites, il les respectait sans commentaire. Nous parlions de choses ordinaires, nos carrières, les villes, les petites frustrations quotidiennes. Il n'y avait aucune pression pour expliquer mon passé, aucune urgence à définir quoi que ce soit. Cette différence comptait. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point il avait été épuisant de vivre dans un état constant de défense émotionnelle. Avec Daniel, je ne ressentais pas le besoin de jouer un rôle ou de prouver quoi que ce soit. J'étais simplement autorisé à exister. Et lentement, sans drame ni promesse, j'ai commencé à comprendre que la reconstruction ne nécessite pas de grands gestes. Parfois, elle commence par un silence qui semble sûr. Daniel n'est pas arrivé dans ma vie comme un sauveur. Il n'y a eu aucune déclaration dramatique, aucune insistance sur le fait qu'il pouvait réparer ce qui avait été brisé. Il n'a jamais mal parlé de mon passé, et il ne m'a jamais demandé d'aller plus vite que je n'étais prête à le faire. Cela seul me semblait nouveau. Nous passions du temps ensemble de manière simple et ordinaire, un café après le travail, de courtes promenades le soir, des conversations qui se terminaient naturellement au lieu d'être forcées. Quand j'hésitais, il le remarquait. Quand j'avais besoin d'espace, il me le donnait sans poser de barrière. Un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre à une table tranquille, Daniel a dit quelque chose qui m'est resté. Il m'a dit qu'il croyait que la confiance n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on gagne lentement, par la constance. Ces mots se sont installés profondément en moi. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais confondu l'intensité avec l'engagement et l'endurance avec l'amour. J'avais cru que souffrir en silence était une preuve de loyauté. Mais avec Daniel, il n'y avait aucune souffrance à justifier, aucun rôle à jouer. Je n'étais pas prudente parce que j'avais peur. J'étais prudente parce que je me valorisais. Nous ne nous sommes pas précipités pour mettre des étiquettes. Nous n'avons pas promis d'avenir. Ce que nous avons construit était plus lent et bien plus stable que tout ce que j'avais connu auparavant. Et dans cette lenteur, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Pas la sécurité fragile bâtie sur le silence et le sacrifice, mais celle qui vous permet de respirer sans surveiller chaque mot ou chaque pas. Pour la première fois, j'ai compris que l'amour ne vous demande pas de disparaître. Il vous demande d'arriver tel que vous êtes. En y repensant maintenant, je comprends quelque chose que je ne pouvais pas voir à l'époque. Cette histoire n'a jamais vraiment été une question de vengeance. C'était une question de clarté. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait l'endurance. J'ai cru que la loyauté signifiait le silence. J'ai cru que si je donnais juste un peu plus, si j'attendais un peu plus longtemps, tout finirait par avoir un sens. Mais la vérité est la suivante, quand le respect disparaît, la patience ne sauve pas une relation. Elle ne fait que retarder les dégâts. Caleb ne m'a pas perdu à cause d'une seule erreur. Il m'a perdu parce qu'il a choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté, et la facilité plutôt que le caractère. Et je ne suis pas parti pour le punir. Je suis parti parce que rester aurait signifié m'abandonner moi-même. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez des morceaux de votre propre vie dans la mienne, entendez ceci clairement, vous n'êtes pas faible de faire confiance. Vous n'êtes pas cruel de vous choisir. Et s'éloigner d'une situation toxique n'est pas un échec. C'est une responsabilité. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de vous expliquer, d'arrêter de vous sacrifier, et de commencer à protéger ce qui compte le plus. Votre dignité, votre paix, votre avenir. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est l'art de la vengeance. Pas une question de colère, mais de vérité, de timing, et de reconquérir votre